Alors, je vais faire un petit hors-série de pourquoi j'aime le catch. En fait, je suis quelqu'un de très passionné. Il ne passe pas une journée sans que je me tienne au courant de ce qui se passe. J'aime bien au moins une fois par semaine regarder des extraits. Moi, j'ai une consommation de catch très particulière. Dans le sens où, à l'heure actuelle, il y a beaucoup de catch, avec internet, beaucoup de catch disponibles, que ce soit en Amérique, au Japon, en Europe. Donc tu sélectionnes quelques comptes Twitter, quelques chaînes YouTube, et puis bon, tu as l'essentiel de l'actualité et des moments hot. Hein. Donc pourquoi j'aime ça? Alors déjà, je vais déjà tuer le postulat. Oui, le catch, c'est... Oui, le catch, c'est scénario. On va partir de ce postulat-là. Bon, après, dire que c'est fake, on va dire ça aux mecs qui, quand même, prennent les bumps, hein, quand tu tombes sur rien qui tombe réellement. On va dire ça, par exemple, Dynamite Kid, qui a fini en siège roulant, que c'est fake. Va dire ça à des catcheurs comme Edge, qui ont mis leur carrière entre parenthèses 10 ans parce qu'ils n'avaient plus de coups, si c'était cassé le cou et puis que ça a imposé des efforts particuliers. Va dire ça à des mecs qui se blessent, qui mettent toutes les semaines leur corps en danger. Bonjour. Rien qu'en 2022, il y a un catcheur qui s'est cassé le cou il y a 1 an et demi et il n'est toujours pas revenu. Voilà où on en est. Donc ouais, je sais qu'il y a une part de scénario. C'est pas ça moi qui m'intéresse, c'est plutôt qu'est-ce que vous me racontez, comment vous me le racontez. C'est ça que j'aime dans le catch. C'est un peu comme du cinéma. Qu'est-ce que vous me racontez, comment vous me le racontez. Voilà. Voilà, à l'heure actuelle, moi ce qui me hype, quand t'as MJF, un catcheur de la EW qui fait les vignettes qu'il fait actuellement, où il devient un champion gentil et qui fait la storyline qu'il est le meilleur pote avec son rival, ça donne des trucs drôles dans la façon d'être raconté, dans la finesse et tout ça, c'est efficace, très efficace. Et puis c'est vrai que c'est un divertissement, ça va être vu comme tel. Je vois qu'il y a des gens qui le prennent beaucoup trop à cœur, mais voilà, c'est un divertissement. C'est une sorte de feuilleton, tu le suis et tu adhères. Après, bon, il est vrai, il est indéniable que dans les plus grosses compagnies, le divertissement est influencé par des histoires de gros sous. Parce que ce sont des entreprises qui brassent des millions de dollars, notamment aux États-Unis, et que des fois, bon, les décisions sont pas les plus inspirées parce que c'est des décisions liées à l'argent. Mais c'est pas la fin du monde. Loin s'en faut. Loin s'en faut. Donc ouais, voilà, c'est un divertissement, il doit être vu comme tel. C'est aussi un divertissement, voilà, on est face à des professionnels qui mettent en danger leur santé, leur vie. Parce que bon, c'est bien beau, tu prends un mec qui met son bras sur ta nuque, tu le soulèves, il tombe sur le dos, il se réceptionne avec les pieds. Voilà comment on mène suplex normalement. Ça se passe bien. Là, son genou, il ressort de son logement au moment où tu fais ça, l'impact, boum, il s'encule les genoux. Donc voilà. Faut pas. Après, il y a un énorme progrès de la considération des fans de catch. Je n'ai pas vu comme des Mongoliens comme à une époque. Voilà, chacun ses divertissements, chacun ses plaisirs. Moi, je le regarde comme un divertissement, je le consomme comme tel. Ça permet de m'échapper à travers certaines histoires, un peu fun, à travers ce qui a été vendu. Voilà. Bon, après, il y a au-delà du côté entertainment, il y a aussi le côté athlétique, quoi. J'aime, quoi. J'aime quand il y a des mecs, ça se roule la gueule pendant une demi-heure, ça se met des athémis, ça claque à Double Wed. J'aime ça. J'aime quand ça tape. Bon, après, pour ce qui est juste taper, je préférerais un petit MMA. La fabuleuse histoire du catch. Je vais faire plusieurs vidéos sur l'histoire du catch. Je vous explique un peu l'évolution du truc. Donc le catch apparaît fin du 19e, début du 20e. C'est un spectacle, notamment on le retrouve dans des cirques. C'est un événement assez populaire, c'est sympa on va dire. Bon voilà, il n'y a pas grand chose à dire sur la période d'avant-guerre, à part que l'on met en place tous les codes techniques et professionnels, on met tout en place par rapport à ce que va devenir le catch. Après la Seconde Guerre mondiale, c'est un premier âge d'or du catch. Les gens ont besoin de divertissement. L'avènement de la télévision a aidé.
En Europe, on a plein de petites promotions qui se mettent en place avec voilà, des gimmicks assez poussés comme l'ange blanc. On va plus s'intéresser peut-être au catch américain qui est beaucoup plus documenté. Le catch européen aussi est documenté, mais on n'a pas de fédération en Europe, de grosses fédérations avec des histoires pluridécinales, on va dire. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, on a même un jeune immigré italien, Lino Ventura, qui va devenir un très grand acteur, qui fait du catch. Il va même devenir champion continental. Bon, il va se péter une jambe, ce qui va mettre à terme à sa carrière. Et donc là, je vais peut-être plus m'intéresser au fonctionnement du catch. À l'époque, le catch c'est simple. Tu as une fédération, elle a ce qu'on appelle un territoire, c'est-à-dire elle a un endroit où elle fait ses shows, souvent une région, un état, par exemple aux États-Unis. Et donc, cette fédération, sur ce territoire, fait référence. Elle a ses catcheurs, elle a ses championnats, elle a ses affiches, ses classiques. Et ce système de territoire fait que voilà, selon le coin, il y a des spécificités selon le type de catch. Voilà. Au niveau du spectacle proposé, au niveau du type de catch, par exemple, les Mexicains seront plus sur un catch high fly avec des catcheurs masqués, avec tout un pan de la culture mexicaine introduit dans le catch. Les Japonais seront plus sur un catch un peu plus stiff, comme on dit. Alors le catch stiff, c'est simple. C'est voilà, bon, c'est le catch. C'est scénarisé, on se tape pas comme des Mongols, mais on tape quand même. Faut que ça claque, comme on dit. Et donc voilà, chacune de ces fédérations a ses salles emblématiques. Voilà, c'est vraiment, voilà. Par exemple, le Madison Square Garden, qui est vraiment la salle de l'ancêtre de la WWE, par exemple. Et donc voilà, on a chacune de ces fédérations qui a une place. Après, au début des années 80, un homme, Vince McMahon, va dire « Je vais mondialiser mon sport ». Il rachète la boîte de catch de son père et va décider aussi de racheter d'autres petites fédérations, plus ou moins petites fédérations, signer des partenariats avec d'autres choses. Et comme il a acheté plusieurs fédérations, il achète plusieurs territoires et donc unifie son territoire, unifie les territoires et donc rend caduque le système de territoire aux États-Unis, chose qui restera ailleurs. En France, par exemple, on a plein de petites fédérations de catch. Encore aujourd'hui, c'est un des problèmes du catch français, c'est pour ça que j'ai du mal à en parler. Il y a beaucoup de fédérations, mais d'avoir une grosse fédération unie, de bon, querelle d'ego, querelle de kékette. Il y a ceux qui veulent copier les Américains, ceux qui veulent faire à la française, enfin voilà. Bullshitland. Donc je disais, Vince McMahon Junior, c'est son père et son compagnie, va racheter, va rendre caduque le système de territoire et va vouloir mondialiser son produit avec une grande superstar qui sera Hulk Hogan. Et ça, c'est une autre histoire. Alors, le catch. Vince McMahon, la dernière fois que je vous avais parlé de catch, avait racheté la fédération de son père et avait constitué le territoire. Il va mettre l'emphase sur l'entertainment. Il a Hulk Hogan qui commence à se faire un nom parce qu'il a joué dans Rocky 3. En plus, il a une gimmick, ça marche très bien. C'est tel mec, il est habillé en jaune, il porte le drapeau américain, il dit aux gamins de prier, de prendre leurs vitamines. Il est musclé comme Jaja parce qu'il prend des stéroïdes, il pisse violet. Et là, Vince McMahon, il a une idée de génie. Au mieux de faire des shows où on vend des billets, on va vendre un show par an, un gros show. On va tout mettre. Du catch, des stars de la musique, des stars du cinéma, des stars de la musique. On va faire un gros show et on va le proposer à la vente. C'est-à-dire que les gens vont payer pour le voir. Pay-per-view. Bon, le système avait déjà été expérimenté un peu avant, mais ce sera la naissance de WrestleMania. Et là, ça change les choses. Parce que là, il manque de... C'est un pari. Ça marche pas, il met la clé sous la porte. Ça marche, il se fait des couilles en or. Bah, ça marche. Avec un premier show de WrestleMania avec Hulk Hogan, qui devient hyper hype, champion du peuple, USA à mort, américain, patriotisme américain à travers la gorge. Mr. T, grand acteur, agence à touristes, Rocky 3,
qui participe au show, même qui va combattre. Roddy Piper qui est le méchant suprême. On a un mec qui joue le rôle du vilain russe, donc wow, ça marche du bien. Et c'est ce qu'on appelle la Golden Era. Dans cette période, on a encore André the Giant, le français qui mesure plus de 2,15 m, qui est un véritable géant, qui est très apprécié et très reconnu dans le milieu. Et pendant cette période qui va aller de 84 à 92, voilà, c'est l'époque des Macho Men, Randy Savage, connu pour ses tenues fluorescentes. C'est la période de l'Ultimate Warrior, un peu à la fin des années 80. Enfin, c'est une période, la Golden Era. On a des personnages hauts en couleur, c'est les années 80, c'est les années free. Donc on organise des matchs de malades. Hulk Hogan contre André Giant à WrestleMania 3. Hulk Hogan il power slam André Giant. Et le pognon rentre. La concurrence, elle, décide de ne pas. Il n'y a pas de concurrence, elle a du mal à se structurer. Elle décide de prendre le contre-pied et de ne pas proposer de l'entertainment, mais du wrestling, vrai catch, avec un peu plus de technique et un peu moins de froufrou, on va dire. Mais les années début des années 90 vont être difficiles. Bah déjà le Hogan ça a marché un temps mais ça ne marche plus. Ça commence à faire chier les gens. La concurrence commence à se restructurer, notamment avec la NWA qui va devenir la WCW, qui va devenir une concurrente dans le futur. Et puis ben, Vince McMahon, il y a un moment, les autres se disent bon bah contrôle antidopage. Ah bah non, on fait pas de sport, nous on fait de l'entertainment. D'accord, il n'y a pas de souci, mais les mecs qui sont venus ont fait. Alors s'il n'y a pas de contrôle antidopage, c'est que vous êtes tous décamés à prendre des stéroïdes et tout ça. Ce qui va finir dans un procès, le procès des stéroïdes, où il va être obligé de mettre au repos ou virer tous les mecs un petit peu chargés comme des mules. Il va falloir qu'ils recomptent une toute nouvelle génération. Il va falloir qu'il recompose son produit, recompose ce qu'il offre aux fans de catch. Et ça va être très difficile. De plus, les Hogan, Savage partent, donc les mecs qui leur rapportent pognon. Le Warrior, pareil. André the Giant meurt en 1993 à cause de son gigantisme. On est en 1993 et bah, la WWE doit se recomposer. Le catch dans les années 90, on va aller jusqu'en 97. Alors, beaucoup de choses se passent dans la période 92-93. À la WWE, anciennement WWF à l'époque là, Hogan part et Vince McMahon a une idée de dingue. Toutes les semaines, on va proposer un show de catch les lundis soirs en mode feuilleton. Avec des histoires avec les gentils, les méchants qui vont se battre soit pour la gloire, soit pour les titres. Et ces histoires vont culminer et prendre fin dans des pay-per-view, c'est-à-dire les gens vont payer pour voir la conclusion dans des gros shows de catch où on va voir les plus gros matchs. Hulk Hogan se barre de la WWE, toute une génération de catcheurs qui avait fait les années 80 de la WWE se barre. Une nouvelle génération de catcheurs qui se met en place. Bret Hart, Shawn Michaels sont les fers de lance. Paul Heyman rachète une petite fédération et en fait la Extreme Championship Wrestling. C'est-à-dire que le catch hardcore a son porte-drapeau. Enfin, Ted Turner, qui en a vraiment plein le cul de Vince McMahon, va fonder la WCW, l'inonder avec l'argent de AOL Time Warner, c'est lui le patron. AOL, c'est un peu le Google des années 90, c'est la plus grosse entreprise au monde. Et en 95, 2 ans plus tard, bah, il va dire bon bah tu m'as baisé Vince. Ok, pas de souci. Toutes les semaines, je me mets en face de toi le lundi soir. Les lundis soirs, les 2 plus grosses promotions de catch au monde, avec les 2 principaux catcheurs, avec les principaux catcheurs au monde, vont se retrouver face à face tous les lundis soirs dans un show de catch. Et c'est l'histoire de celui qui a la plus grosse vie. N'est-ce pas joli un petit peu? Bon, c'est pas la période 93-97, mais pas la meilleure pour la WWE. Des histoires pas trop inspirées, on va être honnête. Même si Shawn Michaels et Bret Hart sont de très grands catcheurs parmi des légendes du catch, ben ça vend pas pareil. Ah, les histoires sont pas très bien inspirées, et puis bon, il y a une période de creux. Alors qu'en face, la WCW, elle,
Elle a trouvé une histoire qui est bien. On va prendre Hulk Hogan, on va prendre Kevin Nash, on va prendre Scott Hall, on va leur faire signer des contrats qui valent des milliards. On va leur faire monter un groupe où ils vont casser la gueule à tout le monde et dominer le catch. Ah, et aussi, ils vont être potes avec Eric Bischoff qui est le créatif de la WCW et à l'écran la figure d'autorité. C'est-à-dire en gros on va créer un gros clan de méchants qui va dominer tout le monde. Le problème c'est que la vie réelle et le catch se sont mélangés. C'est-à-dire que Hall, Nash et Hogan avaient des droits de regard sur leur histoire et donc bon bah ils ont toujours mis des histoires où ils étaient bien. Donc leur clan c'est les meilleurs, c'est la NWO. Et ça marche putain. Mais fin 97 la tendance commence à se retourner. La WWE compte de nouvelles stars, le Rock, Austin, Triple H. Elle a l'Undertaker qui est déjà là depuis 91, qui commence à avoir un côté de plus en plus dark, Mankind. Elle commence à retourner la dynamique des audiences, pendant que la WCW tourne autour des trois gars que j'ai cités, Hogan, Hall, Nash. Elle n'arrive pas à proposer des histoires idéales, et quand elle arrivait à monter un truc comme Sting, ça n'a pas marché parce que Hogan en coulisses a été chouiné et a littéralement baisé le momentum du gars. Mais il n'empêche que le lundi soir c'est la guerre du catch et la guerre des audiences, mais cette guerre va bientôt tourner à l'avantage de la WWE.